Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire cette émission importante, mise à jour des contextes macro. Donc ces vidéos-là, on les fait au gré des vents. C'est vrai que bon, dernièrement, c'est plutôt la politique monétaire aux États-Unis, la Fed en particulier, donc qui nous a shifté le contexte macro. Donc ces updates-là, je les fais en fonction des évolutions. Et là, il y en a une à faire, donc assez majeure. On va la globaliser évidemment dans l'ensemble des autres modèles que j'utilise pour mon aspect macro. Donc je vais essayer de vous parler comme je parle à des professionnels, évidemment avec de la vulgarisation, hein. Mais normalement, la plupart de ces modèles, vous les connaissez. Je vais essayer de les reprendre relativement rapidement. Donc, pourquoi on fait cette émission aujourd'hui? Donc hier, FOMC, ça fait déjà des mois que je vous bassine pour vous dire, tout m'invite à penser que c'est le rendez-vous de politique monétaire du mois de mars, donc celui qui s'est produit hier, le 22 mars, qui sera le fameux pivot, c'est-à-dire, enfin pour moi pas pivot, mais en tout cas le moment où la Fed arrêtera son cycle de resserrement monétaire, c'est-à-dire ce sera probablement la dernière hausse de taux que nous ayons vue hier. Maintenant, j'avais dit aussi également qu'au vu du retard à l'allumage sur les chiffres du chômage, etc., il était fort à penser que l'incertitude serait maintenue jusqu'au rendez-vous suivant, c'est-à-dire celui du 2 mai mars. Pardon, du 2 ou 3 mai, puisque donc on l'a vu, la trajectoire de l'inflation, elle est enfin pas mal, mais par contre, celle du chômage n'est clairement pas bonne pour l'instant. En tout cas, elle tarde beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. Par contre, elle a commencé le mois précédent. Donc, il va falloir maintenir cette trajectoire. Je vais essayer d'aller vous chercher les chiffres. Hop, voilà. Alors moi, je regarde toujours le chiffre U6. Je vous l'avais dit. Bon, vous pouvez regarder celui que vous voulez. Mais donc, ça fait déjà, hop, 2 mois de suite qu'on a un rythme de hausse. Bon, vous voyez que ça s'était déjà produit aussi dans le passé, et donc c'est la raison pour laquelle, pour ma part, il faudra un mois de plus pour confirmer. Le mois suivant, si évidemment on chope n'importe quoi de plus que 6,8, on aura bien la confirmation donc du bottom sur les marchés de l'emploi. Signe encore une fois que quand ces tendances démarrent derrière, elles ne s'arrêtent pas pendant 2 mois. Donc on sera parti derrière sur une hausse du taux de chômage de l'ordre de 1 à 2 ans, compatible évidemment avec les durées des cycles qu'on a vus sur la stagflation, etc. Tous ces modèles qu'on va revoir très très vite. Bon, là je fais référence au brief annuel, donc comme d'hab, ces modèles-là ont été expliqués en long, en large et en travers dans le brief annuel. C'est simplement, là je fais donc une mise à jour de ce brief annuel, puisqu'on a le premier timing et swing, à mon avis, de cette année, sur la partie macro, c'est-à-dire l'officialisation, je pense, en tout cas la confirmation au prochain rendez-vous, de la fin du cycle de resserrement monétaire aux États-Unis. Pardon. Du coup, bon, donc le message hier, de toute façon, celui qui marquait le plus, donc c'est celui-ci. La Fed officialise le changement donc de la rhétorique en enlevant donc ongoing increases pour remplacer par peut-être que de prochaines resserrements monétaires seront nécessaires. Ce qui est beau, c'est qu'ils ont donc changé aussi, c'est-à-dire que de increase, on passe à policy firming, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que la hausse de taux n'est peut-être plus nécessairement l'outil nécessaire, et vous savez, la Fed a plein d'outils, donc elle risque et elle pourrait ajuster avec d'autres formes. Mais par contre, niveau hausse de taux, on a probablement atteint le fameux taux terminal. Rappelez-vous le schéma donc en 3 points. La question qui nous reste maintenant, donc maintenant qu'on a fini, on a répondu, il y avait 3 facteurs. Un, c'était le rythme avec lequel on se dirige vers 2, le taux terminal. Quel sera le taux terminal où la Fed s'arrêtera? Et le troisième et dernier point, combien de temps on restera? Donc on va regarder l'ensemble de ces variables au niveau des variables de marché. Donc on l'avait dit, pour ça, moi je regarde plusieurs facteurs, mais donc notamment en premier, donc le taux à 10 ans et le positionnement par rapport à tout ça. Et on l'avait vu déjà depuis plusieurs mois, et particulièrement depuis l'erreur de politique monétaire du mois de novembre, qui n'aurait clairement pas dû monter de 75 points de base, aurait dû intelligemment faire 50, 50, 50 et 25 ici. On serait exactement au même endroit, mais on aurait été moins agressif. Pour moi, il y a eu une erreur de gestion en novembre, et on le voyait bien, c'est le moment où le taux à 10 ans a dit pop, 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 monsieur Powell, vous faites n'importe quoi. C'est le moment où le taux à 10 ans avait croisé les Fed Funds Rate à la baisse. Donc on l'avait dit, pour ma part, à ce moment-là, c'est là où il y a eu l'erreur de politique monétaire, d'over-tightening, ou en tout cas de mauvais choix sur le paramètre 1, le rythme des hausses de taux.
Dans tous les cas, j'étais plutôt d'accord, et preuve à l'appui sur les vidéos des mois précédents, que pour ma part, le taux terminal se situerait entre 4,75 et 5%, et tout semble confirmer que j'avais raison. Évidemment, l'entrée et le croisement à la baisse du taux à 10 ans par rapport au Fed Funds Rate invite donc à penser que nous sommes officiellement en récession, sauf que comme il y a toujours de l'inflation, ça s'appelle de la stagflation. Voilà. Donc la stagflation ne se traite pas comme les récessions de 2008 et tout ça, puisqu'elle n'a pas du tout la même nature. Ça se traite plutôt comme l'environnement économique du début des années 70, qui n'a absolument rien d'un marché baissier. Voilà, donc on fait attention, les prix de marché restent orientés à l'achat très légèrement, on a surtout un marché volatile, mais évidemment, donc, comme je dis, comme il y a de l'inflation en soi, le rendement réel du marché est proche de zéro, voire légèrement négatif. C'est-à-dire que les prix des marchés continuent de monter, mais ils ne montent pas beaucoup plus vite que l'inflation. En soi, vous gagnez des dollars ou des euros, mais comme ces dollars et ces euros perdent de la valeur, concrètement, vous ne gagnez pas grand-chose. Vous faites juste partie des gens qui vont réussir au moins à couvrir la dévaluation. Bref, ça on l'avait vu. L'autre modèle, c'était celui-ci. Alors pardon, il y avait celui-là aussi dont il faut qu'on parle. Le fameux point numéro 3, c'est-à-dire combien de temps on va rester ici. Pour ça, j'avais dit, le mieux, c'est de regarder la différence entre les Future Fed Funds Rate 2023 et 2024, pour savoir si le marché anticipe des baisses de taux en 2023. Bon, comme on l'avait dit, moi je trouvais que ça complètement con quand le marché anticipait des baisses de taux en 2023. Je l'ai dit, je suis complètement pas du tout d'accord. Et à mon avis, ce truc finira par retendre de toute façon vers là où ça devrait être, c'est-à-dire proche de zéro, mais peut-être légèrement négatif, puisqu'on anticipera peut-être une première baisse de 25 points de base, éventuellement en fin d'année. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est là la zone d'atterrissage, et comme on l'a vu très rapidement dernièrement, ces attentes un peu irrationnelles de baisse de taux ont été complètement lessivées. L'autre modèle, c'est celui-ci, celui à regarder à plus long terme. Celui-là, c'est celui qui me gêne le plus, et on va en parler sans détour. C'était donc la fameuse mesure de manière plutôt indirecte, en regardant la quantification à court terme de la courbe de taux par rapport à un référentiel de moyen terme. On obtient donc un oscillateur qui me permet de voir, en fonction donc de cette quantification, quelles sont les perceptions du contexte financier en termes d'accommodation, on va dire, ou de durcissement. C'est-à-dire quelle est la capacité d'accès au crédit de ce marché. Donc évidemment, entre guillemets, ici, on a un énorme problème, parce que je l'ai dit, j'aimerais qu'on n'atteigne pas cette zone dans ce cycle de resserrement, ce qui nous laisserait évidemment pas mal de temps pour consolider ici avant d'atteindre des conditions un petit peu critiques, ce qui, comme on l'avait vu, se fait toujours par deux cycles. C'est-à-dire, il y a d'abord un premier pic de critique, puis on se détend et on a un deuxième pic critique, et là, c'est la crise. Donc là, attention, pour ma part, on a fait le premier pic, ce qui veut dire que là, maintenant, on va se détendre. C'est ce qui se passe à chaque fois. On repasse un peu par la phase neutre ici. Un peu de détente. Par contre, le prochain pic devrait, à mon sens, catalyser des problèmes dans l'accès au crédit. On l'a vu, attention, on a le cul posé sur une énorme bulle de crédit. Donc les soucis aujourd'hui sur le crédit demandent des interventions monétaires colossales. Donc attention, pour ma part, le fait d'avoir officiellement débordé ce niveau, c'était ce que je craignais le plus, c'est-à-dire que les erreurs de choix monétaires de la Fed, à la fois sur la rhétorique et sur le durcissement de cette erreur des 75 points de base en novembre, et des effets malheureusement collatéraux plusieurs mois plus tard, c'est exactement ce qui vient de se produire. Je pense qu'on n'en a peut-être pas encore fini avec la contagion à court terme, d'autres banques risquent de tomber, mais évidemment, donc le patchwork des États-Unis vont être, il va falloir dépenser de l'argent pour éviter la contagion. Quoi qu'il en soit, l'accès au crédit, lui, a atteint un niveau dangereux, qui m'indique que pour ma part, après consolidation, donc comme toujours, je prends note pour le futur, la prochaine fois qu'on croisera ce truc-là à la hausse sera le signe pour moi de « il faut se barrer ». Sans attendre. Maintenant, comme on le voit, ce modèle-là ne me donne pas de temporalité. Ça peut se passer très vite, ça peut se passer beaucoup plus lentement, mais voilà, je pense toujours, pour ma part, par rapport au lien des schémas cycliques que je suis toujours, l'Economic Confidence Model, normalement, ce cycle devrait nous tirer à peu près jusqu'à mi-2024. Donc, j'envisage toujours qu'on se détende un peu, puis que mi-2024, on revienne dans cette zone, là où, pour ma part, il faudra récupérer le dû de mon travail. Voilà, bien évidemment, comme je dis, ça ne sous-entend rien, ça veut juste dire qu'il y aura, pour ma part, des risques d'effondrement de la bulle de crédit autour de mi-2024, et que je devrais donc prendre en compte ces risques dans ma gestion. Si je zoome ensuite sur le cycle correctif qui nous attend dans le Economic Confidence Model,
donc de 2024 à 2028, on voit bien que ce cycle correctif ne se fait pas en one shot. C'est pas oh mon Dieu, le crash, on va tous mourir. Je vends tout en 2024 et voilà. Non, c'est pas ça, d'accord? C'est juste de dire il va y avoir différents cycles correctifs, dont le plus dangereux sera le fameux pie cycle, c'est-à-dire celui qui nous amène vers le bottom, généralement assez brutalement. Et lui, ce sera donc de 2027, de juin 2027 jusqu'à août 2028. C'est là, à mon avis, qu'il faudra faire très très attention aux baisses de marché. Voilà, pour vous faire la totale. Mais déjà, donc, que je dis, cette traversée ici m'inquiète. En tout cas, j'aurais aimé que ça ne se produise pas. Malheureusement, c'est le cas. Je le craignais. Et donc, par contre, ça se voit maintenant sur mes indications. Je prends donc note et j'agirai en lieu et en place le moment venu. Les junk bonds à surveiller pour ma part, donc je vous dis malgré les tensions bancaires, on voit bien que les junk bonds ne se sont pas effondrés, bien le signe pour ma part que la bulle de crédit est toujours en place. J'aimerais bien les voir se détendre et évidemment, je vous dis la prochaine fameuse crise, si je vois les junk bonds casser ce support là de moyen terme, c'est là où je pense qu'il faudra avoir peur d'un risque d'explosion de la bulle de crédit. Maintenant, comme on l'a dit, il y a de l'assouplissement possible et il y a plein d'outils monétaires qui permettent d'éviter les effondrements. Il ne s'agit pas juste nécessairement de parler de QE. Hein. Dieu sait que à ce niveau-là, les banquiers centraux peuvent être créatifs. Voilà, au niveau des actifs, des différentes classes d'actifs, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va introduire, à mon avis, ce changement donc d'atterrissage sur le fameux terminal rate? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va donc, comme on l'a vu normalement, à plus ou moins courte échéance, détendre normalement la courbe de taux. Enfin, détendre, ça ne veut pas dire réinverser la courbe de taux, ça veut juste dire détendre la tension très forte qu'on avait sur les taux à court terme, puisque ceux-ci vont enfin arrêter de monter, puisque la Fed a arrêté de les tirer. Je vous rappelle, la Fed, elle contrôle surtout la partie courte des taux avec ses Fed Funds Rate. Donc on devrait voir normalement un atterrissage en douceur. Ah non, pardon, quand je dis atterrissage en douceur, je ne parle pas du soft landing, mais on devrait voir donc normalement cette courbe de taux être un peu moins sous la tension, c'est-à-dire on devrait voir toujours les taux à 10 ans inférieurs aux taux de court terme. Je ne pense pas que l'inversion de la courbe de taux va changer quoi que ce soit, puisque c'est un peu la signature de la stagflation. Je pense toujours que le taux à 10 ans va rester enfermé proche des niveaux relatifs de l'inflation et que le range devrait s'installer dans une zone que j'avais déjà prévu être autour de la zone actuelle, c'est-à-dire dans ce que j'envisage être le comportement de l'inflation hors composé volatile, c'est-à-dire le PCE. Je vous avais dit, le PCE, je pense qu'il aura énormément de mal à passer sous un certain niveau plancher, qui est celui que le taux à 10 ans nous donnera. Donc, je pense que le PCE n'arrivera pas à passer sous les 3,5%, mais par contre, il devrait venir glisser sous les 4 et s'y installer. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est l'inflation venir rejoindre le taux à 10 ans dans les prochains trimestres, et c'est ce que j'aimerais voir comme confirmation. Ça devrait détendre les conditions de financement sur certains crédits. A contrario, évidemment, les taux de court terme, eux, vont rester là, hein, bien entendu, et devraient se stabiliser, c'est-à-dire qu'on devrait voir, évidemment, ce que mesurait notre truc, c'était la différence entre le taux à 3 mois et le taux à 2 ans. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est le taux à 2 ans rejoindre le fameux taux à 3 mois. Lui, évidemment, il va plus doucement. Donc, c'est ça que j'aimerais voir. Je vais vous l'ajouter ici pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, same scale. Voilà, donc moi ce que j'aimerais voir maintenant c'est ça, c'est-à-dire le taux à 2 ans se rediriger lui-même dans son range et rejoindre le taux terminal doucement, d'accord? Et évidemment, taux à 2 ans c'est beaucoup plus lent, donc il va falloir travailler cette zone, comme vous le voyez il y aura probablement le rejet d'une troisième borne avant de pouvoir tendre vers les Fed Funds Rate, ok? Donc c'est ça pour moi l'objectif des prochaines années, normaliser tout doucement la tension sur les taux. Ce ne sera pas le cas pour le taux à 10 ans qui lui restera ancré par rapport à l'inflation. Je vous avais déjà parlé de ce modèle, il tend déjà à se vérifier. Donc l'inversion de la courbe de taux devrait être maintenue, c'est-à-dire les taux de court terme toujours en trading au-dessus du taux à 10 ans qui lui est complètement bloqué par les mesures de l'inflation. Voilà, ça c'est une première grosse chose. Le deuxième chose que je crains toujours, c'est un retour de l'inflation vers la deuxième partie de l'année, hein, c'est-à-dire plutôt, donc, comme je vous dis, en direction de la fin de ce cycle, donc le mois de mai l'année prochaine. Je pense que, comme on l'a dit, c'est un cycle commodity boom dans lequel je pense qu'un deuxième cycle inflationniste, particulièrement centré à mon avis sur les fameux composants volatiles du PCE, c'est-à-dire énergie et carburant, etc. Je pense qu'on va manger un deuxième cycle inflationniste. Ce que je crains le plus justement, c'est que la rhétorique agressive de la Fed
nous ramène dans le fameux deuxième pic ici, c'est-à-dire la Fed va nous la jouer Volcker, etc. Et elle va faire n'importe quoi et elle va nous péter le système du crédit. C'est ce que je redouterais le plus, en tout cas pour ma part, on en prend malheureusement la direction. Comme j'ai dit, moi, j'ai des modèles, je les suis, ça permet d'orienter mes modèles de gestion et ma pensée. Par rapport à là, je ne suis pas sur un jugement critique pour dire, bon, la Fed a fait une bêtise, c'est elle qui va casser le marché. Je dis juste, bon, voilà, les modèles disent, malheureusement, maintenant, on est allé dans un point critique, et si on y retourne dans les quelques prochaines années, ce sera probablement la deuxième fois que les problèmes, que les vrais soucis risquent d'arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, si M. Powell décide de nous la jouer Volcker en nous montant les taux à 10-12%, clairement la bulle de crédit explose. Hein. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà pour le modèle macro. Les autres, évidemment, donc dans le commodity boom, je pense toujours que les métaux sont les plus gros joujoux là-dedans. L'aspect refuge du gold, oui, mais sans non plus commune mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, à court terme, je pense que le gold n'aura aucun mal à continuer de monter, mais pas non plus dans la stratosphère. Sinon, comme je vous dis, c'est que le marché va anticiper l'explosion de la bulle de crédit. Donc, disons que dans un premier temps, je vois difficilement comment l'or ne fera pas partie des actifs qui tradent en all-time high. Maintenant, au-delà de 2002-2004, c'est vraiment uniquement l'anticipation ici là, de vrais risques systémiques et l'explosion de la bulle de crédit, qui sont pour ma part, encore une fois, des hypothèses. Je vous rappelle que ce modèle-là ne me dit pas dans combien de temps on va avoir le deuxième touchette. Mais c'est vrai que si on consolide et que de mi-2024, il y a un nouveau pic inflationniste et que Popo commence à nous envoyer les taux à 10%, là c'est clair qu'il fera péter la bulle de crédit. Voilà. Donc il s'agit de comprendre que pour ma part, c'est si jamais j'ai ces éléments coordonnés, un pic inflationniste et un Popo qui commence à nous la jouer Superman, ça va sentir très mauvais, surtout si je vois effectivement cette même mesure revenir toucher une deuxième fois. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça passe. Si jamais on n'a pas ce fameux pic inflationniste ou qu'il n'est pas aussi fort ou que Powell est remplacé ou etc., peu importe, à ce moment-là, comme je vous dis, ça peut très bien mettre plusieurs années et dans ce cas-là, on reviendra toucher cette zone, peut-être, que bien plus tard, dans par exemple le cycle comme on l'a vu, c'est-à-dire peut-être qu'en 2027-2028, et là, évidemment, je serai encore une fois en train de consolider mon portefeuille. Ok ? C'est bien ce que j'aimerais que vous compreniez. Qu'est-ce que ça nous donne sur les actifs financiers? Bon, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. Donc, comme on l'avait dit, sur le S&P 500, de toute façon, les scénarios bull et bear se sont déjà positionnés respectivement, puisque le marché fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'il anticipe. Comme par hasard, c'était il y a 6 mois que les marchés ont acheté le bottom, dans la panique totale évidemment, et je l'avais dit, c'est le signe pour moi que le terminal rate est en train d'être acheté par les opérateurs de marché en anticipation, c'est-à-dire elle l'achète 6 mois avant, et on verra probablement la confirmation de ce taux terminal, évidemment au mois de mars. On y est maintenant, donc comme je dis, encore un peu d'incertitude jusqu'au mois de mai, mais je pense que c'est le moment où on va donc trancher, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans d'Uber disaient que 6 mois plus tard, on allait s'effondrer, pour l'instant c'est faux, ils ont eu partiellement raison, puisqu'on a vu donc des couacs au niveau de certaines banques américaines, mais le fameux effondrement qu'ils nous vendent, pour l'instant, n'est pas là. Donc, soit ils ont raison, dans les prochaines semaines, la contagion va arriver, le fameux crack va effectivement se produire, ou option numéro 2, ils ont tort, et petit à petit, l'arrêt des hausses de taux aux États-Unis devrait voir, en même temps que le cycle bottom de l'Economic Confidence Model, donc un retour de la confiance dans le modèle économique, ça à mon avis, ça ne fera pas baisser les prix. Comme on l'a vu, ce serait à la fois donc une détente sur la courbe de taux, une détente des sentiments et de la confiance économique, de la confiance dans le modèle économique des différents participants, donc c'est vous, moi, les consommateurs, on devrait voir les choses recommencer à s'améliorer, doucement, et ça devrait nous tirer, à mon avis, vers les fameuses zones typiques, les fucking troisième bornes de range. Voilà. Donc ça a toujours été mon schéma depuis le début, j'ai toujours été franc là-dessus, j'ai jamais retourné ma veste. Les contextes sont en train effectivement ici de se retourner sur les UT Daily, m'invitant à penser que à partir de maintenant, cette fameuse amélioration devrait nous voir constituer petit à petit des creux et sommets ascendants. Maintenant, on l'a dit aussi, entre maintenant et le rendez-vous du mois de mai, il y a un peu d'incertitude puisque le fameux taux terminal ne sera officiel que lorsque la Fed aura, entre deux réunions de politique monétaire, arrêté de monter les taux. Bref, en tout cas, le vocabulaire, comme on l'a vu, il a déjà changé pour annoncer probablement
de façon semi-officielle ce qui semble d'ores et déjà se dessiner, c'est-à-dire que le taux terminal a été atteint. Il me s'agit donc pour ma part de dire jusqu'à ce fameux début du mois de mai, le prochain rendez-vous ici, il semble pour ma part impossible d'imaginer que le marché explose à la hausse, etc. Mais plutôt le marché va se placer donc dans un biais légèrement positif, en tout cas d'amélioration. Je pense qu'on jouera le prochain FOMC proche de cette fameuse zone des 4002-4003, c'est-à-dire plutôt en train de remettre en cause le narratif vendeur, en attendant évidemment donc la confirmation, l'amélioration et, comme on l'a dit, détente sur les taux, etc. Il ne s'agit pas de bull market, il s'agit juste de dire ces gens-là ont probablement eu tort. Il va falloir donc les invalider et trader au-dessus de leur niveau de valorisation relatif. Comme on l'a dit, on est dans une stagflation, c'est-à-dire que ce n'est pas un bull market. Ça veut juste dire les rendements de marché seront très difficiles à obtenir parce que l'inflation est élevée. L'inflation réelle en plus, hein, elle est proche de 6%. C'est de dire le rendement de marché que vous faites, si vous gagnez 10% sur vos actions, en soi, vous n'avez gagné net que 4% puisque vous êtes dilué 6% de valeur. Voilà, donc on fait encore une fois très attention dans cet environnement de marché. Ça n'a rien à voir avec les années 2000 et 2008, qui étaient donc des récessions dépressives, qui sont associées à une dévaluation derrière, enfin une baisse des prix, une déflation. Là, c'est absolument pas le cas, donc attention, on est plutôt sur des modèles similaires à, mais encore une fois, c'est jamais la même chose, hein, c'est-à-dire la crise de 2000 n'avait rien à voir avec 2008, pourtant les deux étaient des dépressions. Là, on est bien donc dans un schéma qui est comparable à ce qu'on avait pu voir dans les années 70 et dans les années 20. Donc on fait attention, ces environnements économiques sont très complexes à naviguer, très perturbants pour ceux qui évidemment comparent ça au cycle consolidant précédent, 2000-2008, donc on fait gaffe. Sur les cryptocurrencies, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne toujours le même problème, Bitcoin évidemment là performe de ouf, par rapport au risque bancaire, entre autres. La surperformance relative du Bitcoin était d'ailleurs relativement dangereuse. Attention, comme d'hab, dès que le cycle, pour ma part, va reprendre dans la confiance du modèle monétaire et financier, la confiance des participants, à la fois des consommateurs et des opérateurs de marché, je pense encore une fois qu'on va se réorienter doucement vers la croissance. Alors pas la croissance béate en mode bulle spéculative financière, Apple to the moon et tout ça, mais plutôt donc rechercher la croissance là où elle se trouvera. Et il y en a évidemment encore. J'ai donné moi mes favoris, c'est plutôt des secteurs qui n'ont pas vraiment connu de croissance ou qui sont prêts à amorcer des cycles de croissance, particulièrement dans les biotech et le secteur de la santé américaine. C'est là où je pense qu'on peut trouver de la croissance des bénéfices dans les prochaines années, malgré l'environnement stagflationniste. Par contre, et évidemment, donc tout ce qui est technologie de révolution financière, les cryptos, hein, on voit bien que d'un point de vue cyclique, dans le prochain cycle haussier, donc 2020, allez, on va dire donc avril 2023 jusqu'à mai 2024, il y a de fortes chances que ce cycle soit mis à profit par de la croissance et de l'adoption dans le secteur crypto. Donc moi, c'est ça que je cherche, la croissance, là où elle pourrait se trouver d'un point de vue cyclique, et les cryptos et le secteur de la santé aux États-Unis. De même que certaines utilities et certains secteurs producteurs, donc du pétrole, etc., sont des secteurs qui m'intéressent pour essayer de trouver de la croissance dans le prochain cycle, malgré, comme je vous l'ai dit, l'environnement récessif et donc stagflationniste. Le but étant de surperformer la croissance, de superformer l'inflation. Bon, les cryptos, comme je vous dis, il va falloir chercher du rythme de croissance, donc de l'adoption, et comme je vous l'avais dit, dans un environnement stagflationniste, si vous imaginez que tous les shitcoins vont pumper, à mon avis, vous vous plantez. Le resserrement monétaire étant fini, d'accord, ça n'en veut pas dire retour à printing yayo tous les matins, ça ne veut pas du tout dire retour au QE. Le quantitative tightening va se poursuivre, c'est juste que le bilan de la Fed va probablement rester relativement neutre, c'est-à-dire qu'entre des interventions monétaires légèrement déguisées, comme on a pu voir ces dernières semaines, et en même temps le fait que la Fed continue de vendre une partie de son bilan, ça devrait maintenir le bilan de la Fed relativement flat. D'accord? Donc attention, ça, c'est pas un bilan de la Fed en expansion qui permet au marché crypto de s'envoyer dans la stratosphère. Donc on fait encore une fois attention à ceux qui pensent tout de suite, ouais, c'est bon, c'est le retour au QE, etc. Non, non, c'est clairement pas le cas. Donc les cryptos qui sont basés sur ces narratifs me semblent bien mal orientés dans le prochain cycle, raison pour laquelle je pense pas du tout que Bitcoin soit le leader de marché, malgré les trucs qu'on a vu sortir ces dernières semaines, Bitcoin à 1 million, etc. Je vous l'ai toujours dit, je pense qu'il faut chercher adoption et croissance. Je pense clairement que Bitcoin aura de l'adoption, mais son cycle d'adoption est bien plus lent, on l'a vu, que d'autres actifs beaucoup plus rapides en termes d'adoption, comme Ethereum. Je pense que la croissance d'adoption de ces réseaux risque d'être bien plus intéressante à mettre à profit
en termes d'investissement. Voilà, en tout cas, j'ai pu faire le tour, enfin, correctement. Donc, je pense que ça y est, le fameux swing est en place, c'est-à-dire en attente quand même de confirmation jusqu'au mois de mai. On devrait voir l'amélioration sur les prix, en conjonction avec l'arrivée sur le bas du cycle consolidant dans lequel on est depuis un an, et Dieu sait qu'il a été extrêmement violent. Même si pour ma part j'avais prévu donc de faire des take profit vers les zones de mars 2022, ces take profit n'ont absolument pas été faits, le marché a pris complètement à contre-pied très rapidement plusieurs mois en avance, enfermant littéralement tout le monde dans ce bear market avec l'impossibilité de le naviguer, en tout cas l'impossibilité ou la grande difficulté d'en profiter. Et ce bear market, malheureusement, il a fallu le subir de plein fouet, mais tout comme le bottom du cycle officiel, c'est avril, d'accord, il ne s'agit pas d'une date précise, il ne faut pas être con, il s'agit de comprendre, c'est des cycles, d'accord, il s'agit de comprendre que la fin de cycle, on l'a anticipé sur les prix. Je pense que c'est déjà le cas ici aussi pour les bons actifs. Je l'ai toujours dit, je pense que les Bitcoin, Ethereum, Atom, Link, etc., les trucs qui ont des vrais cas d'utilité, ont déjà fait leur bottom. Et évidemment, quand le bottom officiel, d'accord, c'est-à-dire quand les gens vont commencer à se rendre compte que le pire était peut-être derrière et que ça s'améliore devant, sans parler de bull market, mais que les choses devraient s'améliorer, un cycle haussier, évidemment, je pense que les bons actifs seront déjà sur leur valorisation moyenne, signe encore une fois que les opérateurs de marché professionnels auront anticipé en achetant la panique, en voyant de toute façon que cette panique était peut-être irrationnelle et qu'un retour à la normale semblait probable. Pour moi, ce retour à la normale, c'est toujours la même zone sur Bitcoin. Donc oui, je reste toujours favorable à des hausses sur le Bitcoin pour aller chercher cette zone un peu complexe, on va dire, entre 33 et 37 000 $ éventuellement, là où on retrouvera, à mon avis, des anciennes troisième bornes. Je doute qu'on puisse aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, attention, les voies du marché sont impénétrables. Et je vous rappelle, le seul vrai marché que nous avons aujourd'hui dans ce monde de brut, ce sont les cryptocurrencies. C'est le seul marché où le supply ne peut pas être généré ex nihilo, créé artificiellement. On ne peut pas prêter vos tokens sans que vous le sachiez. Donc on fait attention, c'est là le seul endroit où on a une vraie offre et une vraie demande. On a vu ce que ça pouvait donner dans un marché baissier. Attention, dans un marché qui se reprend, dans un supply assez limité, si la demande revient et qu'elle est très spéculative, peut-être un peu trop spéculative, attention, on ne peut pas créer le supply manquant. D'accord ? Alors on peut vous inviter à trader sur des produits dérivés, là où on peut créer tout le supply qu'on veut, mais si vous voulez réellement acheter des vrais bitcoins et les stocker sur une clé, on ne peut pas créer de bitcoin qui n'existe pas. C'est là la grande différence. Voilà. Donc on fait encore une fois très attention à ces cryptos. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je pense qu'il faut avoir un portefeuille d'investissement spot détenu avec ses clés privées, etc. Tout ça, parce que bien malin celui qui saura prédire la demande. Et Dieu sait que l'humain peut être irrationnel. Et si ça devait être irrationnel et partir tout de monde dans la stratosphère, encore une fois, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Des bitcoins, ça vaut pour les Ethers, etc. et tout ça. Ne faites pas partie de ceux qui seront en retard et qui seront forcés d'acheter en mode « je veux en être, mais putain, ça coûte tellement cher, etc. etc. » D'accord ? La self-custody de cryptocurrency, pour moi, ce n'est pas une option dans le monde futur qui nous attend. En préparation en plus, donc, du cycle qui nous attend derrière, le cycle 2024-2028, qui sera basé par des prises de contrôle autoritaires. Donc, encore une fois, la crypto sera probablement le seul refuge. Et je ne parle pas de crypto produits futurs dérivés mes couilles, mais bien de détenir vos fucking keys. Donc, préparez-vous pour ce cycle 2024-2028. N'attendez pas, puisqu'encore une fois, c'est ce que font les opérateurs de marché smart money. Ils n'attendent pas. Ils ont des plans et ils mettent en action souvent plusieurs mois en avance. Et je l'ai déjà vu pour ma part se mettre en place depuis déjà plusieurs mois. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai toujours dit, le bottom technique a été fait en juin. Et c'est la raison pour laquelle les vrais actifs, ceux qui seront les plus demandés, ou en tout cas ceux que la smart money anticipe comme étant les plus demandés, et c'est pour ça que je pense que c'était clairement le cas pour Ethereum, ceux-ci ont été achetés à ce moment-là. C'est-à-dire quand vous paniquiez, ils savaient déjà ces gars-là qu'il valait mieux prendre le risque à ce moment-là, et après on verra. Comme j'ai dit, le futur est imprévisible. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que je sais comment fonctionne la finance spéculative. Je savais très bien que ces gars-là achetaient à ce moment-là. Et voilà, même si Bitcoin, lui, m'a un peu mis dans le vent avec un nouveau bottom avec l'aspect FTX, de toute façon, vous voyez qu'il s'est repris et qu'il rattrape son retard de façon assez magistrale. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous. Donc, un point macro important à confirmer le mois prochain. Mais clairement, la confluence des éléments qui marquent la fin de ces structures
très très baissière qu'on a pu connaître, avec beaucoup de violence, beaucoup de psychologie selon différents secteurs. Tout ceci devrait commencer à tendre vers des améliorations qui devraient donc catalyser des reprises sur les actifs qui pourront proposer de la croissance. Les actifs qui sont surendettés et qui ne proposent pas de croissance, ou alors qui ont fait de la croissance pendant 20 ans, laissez tomber, d'accord ? Il faut chercher de la croissance aujourd'hui, il ne faut pas chercher des bulles spéculatives et des trucs comme ça. Il faut vraiment de l'adoption et de la croissance pour réussir à s'en sortir dans les années à venir, et particulièrement donc sur ce cycle qui devrait commencer à s'amorcer dans les semaines qui viennent et qui devrait nous tirer jusqu'au début, milieu de l'année prochaine, grosso merdo, dans ces idéaux cycliques. Allez, bonne journée, ciao ciao.